Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. C'est bon, on t'entend. Tu peux commencer, Kadiran. Bon courage. Devenir Super. animateur, tu peux partager ton document. Ok. Bon, salut à tous. Déjà, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai eu. Donc aujourd'hui, je vais vous faire cours. C'est un cours de morpho sur la formation et le devenir de l'appareil pharyngé. Et avant ça, d'abord, je vais vous parler un peu des modalités au concours pour l'aspect 12. L'aspect 12, c'est une spécialité qui va d'abord parler dans un premier temps du développement morpho-facial et dans un second temps, on va parler de l'anatomie de la tête et du cou. Au concours, vous aurez 8 questions sur la partie développement morpho et une douzaine de questions sur la partie anat. C'est justement cette partie morpho qui est assez complexe et qui risque de vous poser problème pour le concours. Donc c'est une partie sur laquelle il faut vraiment insister. Je sais qu'au départ ça peut vous paraître compliqué, mais lorsque vous verrez les cours d'embryo en UE9, ça vous permettra de mieux comprendre certaines notions sur ces chapitres-là. Donc on va tout de suite commencer. Avant ça, vous avez vu au dernier cours l'origine et le devenir des cellules des crêtes neurales. Et vous avez aussi étudié la migration de ces cellules. Vous avez vu qu'il y avait 3 couches lors de la formation de l'embryon, 3 feuillets. Au niveau de la ligne médiane, allait se créer un sillon. Et ce sillon allait devenir le tube neural primitif qui, par la suite, allait être composé de cellules des crêtes neurales qui allaient migrer au niveau des diverses parties de l'embryon pour se différencier par la suite. Aujourd'hui, du coup, on verra que certaines de ces cellules vont migrer au niveau de l'appareil pharyngé et vont donner naissance à différents tissus et organes de la tête et du cou. Donc, on va parler aujourd'hui essentiellement de cet appareil pharyngé et de sa composition. Donc, au début, vous avez une liste qui regroupe les différentes abréviations que vous pourrez retrouver dans ce cours. Donc, ça, on va très vite le passer. Premièrement, donc l'appareil pharyngé, on le voit juste ici sur le schéma, juste à gauche, sur un embryon de 30 jours. Euh, c'est un composant de l'embryon sur lequel on va retrouver les placodes olfactifs, les placodes optiques et le bouchon nasofrontal. Donc ici, vous avez les placodes olfactifs qui vont ensuite donner le nez, les placodes optiques pour les yeux et bien sûr le bouchon nasofrontal qui va ensuite donner un bouchon nasal et un bouchon frontal. Par définition, l'appareil pharyngé, c'est une structure transitoire qui apparaît chez l'embryon de 5 millimètres lors de la 4e semaine et il va commencer à se développer au niveau du 22e jour. Il est situé au niveau de la région céphalique de l'embryon. Et ce qui est très important, c'est qu'il va être affecté par la plicature de l'embryon. Surtout ici, au niveau de cette courbure céphalique, c'est vraiment qui va donner cette forme caractéristique à cet appareil pharyngé. Donc, cet appareil pharyngé, ce qui est très important à connaître dans ce cours, c'est sa composition et surtout sa délimitation. On voit que l'appareil pharyngé est composé de 5 paires d'arcs pharyngés mésodermiques, donc qui proviennent du mésoblaste, et ils sont donc numérotés de 1 à 6. Il n'existe pas de cinquième arc. En réalité, on le verra, il existe un cinquième arc, mais il va très rapidement régresser. Donc, on dit qu'il n'existe pas de cinquième arc. Ils sont numérotés de 1 à 6. Ils sont limités à l'extérieur par des sillons pharyngés qui sont ectodermiques et qui sont au nombre de 4. Et à l'intérieur, ces arcs pharyngés vont être limités par des poches pharyngées endodermiques qui sont au nombre de 5. Donc, ces paires se forment selon une séquence crânio-caudale, c'est-à-dire de la partie crâniale de l'embryon jusqu'à la partie caudale. Pour l'instant, rien ne vous pose problème? Non, ça va. Ok, ça marche. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. C'est un cours où on va vous demander de connaître beaucoup de valeurs, notamment la date d'apparition des arcs pharyngés. Donc, euh,
Il faut savoir que le premier et le deuxième arc apparaissent au 22e jour, le troisième apparaît au 26e jour, quatrième, sixième apparaissent au 30e jour, et comme on l'a dit précédemment, le cinquième arc, lui, ne se forme pas. Il peut parfois se former, mais il va régresser très rapidement. Ici, on a une coupe, donc ça a été selon ce trait-là, on a fait cette coupe et d'un embryon de 34 jours. Et au niveau de cette coupe, on peut voir du coup les arcs pharyngés. Donc on voit les 5 arcs pharyngés numérotés du premier jusqu'au sixième. On voit donc en dehors, si on... Oh, c'est pas grave. Euh, je suis désolé, hein, c'est un étudiant. Donc, on voit à, à l'extérieur de ces arcs pharyngés les sillons, donc qui sont ectodermiques. On voit ici les sillons qui sont au nombre de 4. Le premier, deuxième, troisième et quatrième. Le sixième ne va pas être recouvert de sillons. Ici au centre, donc on a les arcs qui vont être composés, donc on verra juste après la composition, je vais y venir juste après. Et à l'intérieur, ils sont du coup limités par des poches endodermiques qui sont au nombre de 5. Donc on voit ici la première poche, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième poche. Voilà. On vous dit aussi que les poches vont s'enfoncer profondément dans le mésenchyme, mais ils ne vont jamais communiquer avec les sillons. Le développement de l'appareil pharyngé va rappeler celui des fentes brachiales des poissons dont il dérive. Mais chez l'homme, on ne va pas former de fentes. C'est pour ça qu'on appelle ça des sillons ou des arcs. Et là, on va parler d'une partie qui va vous sembler très complexe au début et c'est pas une partie très plaisante à bosser. Mais du coup, ça va être l'évolution au sein des espèces et on verra que selon les différentes espèces, l'arc pharyngé va donner une toute autre composition anatomique. Donc, premièrement, le prof va nous parler des agnates. Ce sont des espèces qui n'ont pas de mâchoire différenciée, on le voit ici. Ils ont une bouche qui vont servir vraiment d'organe de succion, euh, qui ont une fonction nourricière principale et une fonction respiratoire. Ce qui est important à savoir, c'est que donc ces brachis vont être mobiles et situés de part et d'autre du pharynx. Donc les brachis sont représentées sur le schéma par des étoiles violettes et on voit qu'elles sont à l'intérieur des arcs bronchiaux. Donc ça, c'est très important. Cette phrase, elle est très importante parce qu'elle est tombée déjà plusieurs fois au concours. Chez les agnates, les branchies sont à l'intérieur des arcs bronchiaux. Chez les gnatostomes, cette fois-ci, ça va être des poissons, des espèces qui vont avoir une mâchoire bien différenciée. Donc, on a deux types de gnatostomes. On a les poissons cartilagineux, qu'on appelle aussi chondroctiennes, c'est la même chose comme les requins, les raies ou les chimères. Ils vont avoir une mâchoire qui va être constituée de cartilage. Et à l'inverse, on a les poissons osseux ou ostéochitiennes qui, eux, vont avoir une mâchoire qui est constituée par de l'os. Donc, ce qui est important à retenir dans cette partie, c'est que chez les gnatostomes, les branchies sont à l'extérieur des arcs bronchiaux, contrairement aux agnates où les branchies étaient à l'intérieur des arcs bronchiaux. Euh, Très important à savoir, on voit que chez les poissons osseux, les branchies vont être recouverts par une opercule, mais chez les poissons cartilagineux, cette opercule n'existe pas. Ça aussi, c'est un élément qui est déjà tombé au concours. Quant à l'évolution, qu'on a vu juste avant que chez les poissons, euh, cet arc pharyngé permettait de donner diverses fonctions anatomiques, diverses composantes, notamment le premier arc brachial qui va être à l'origine très importante de la mandibule et des maxillaires, et les suivants vont être à l'origine des branchies. Au sein des tétrapodes, donc les amphibiens, les reptiles, les mammifères et l'homme, qui est le plus évolué des tétrapodes, on va retrouver le premier arc pharyngé qui va être lui aussi à l'origine des os maxillaires et mandibules. Et les arcs suivants ne vont pas former des branchies, mais vont former beaucoup de structures de la face et du cou. Maintenant, on va voir la fonction justement de cet arc pharyngé. Chez les poissons, cet arc pharyngé va avoir un double rôle. Donc un rôle dans l'alimentation, mais aussi très important, un rôle dans l'oxygénation du sang.
Vous savez, les poissons, les crustacés, les coquillages n'ont pas de poumons. Donc, pour oxygéner leur sang artériel, euh, ils vont se servir de leurs branchies qui vont permettre d'oxygéner le sang artériel qui va être par la suite redistribué à l'organisme. Chez les hommes, le rôle de l'appareil pharyngé est bien plus complexe parce qu'il va donner de nombreuses structures de la tête et du cou. Donc, on a premièrement les muscles masticateurs qui sont très importants et qui ont un rôle nourricier, qui proviennent du premier arc avec le développement des maxillaires et de la mandibule. Et cette fonction de mastication va permettre, notamment dans le développement des espèces, une meilleure alimentation. Les muscles de l'expression faciale, eux, proviennent du deuxième arc. Et enfin, la langue et le pharynx proviennent des cinq arcs pharyngés et vont être utilisés pour la vocalisation. Maintenant, une partie très importante du cours, on va voir la composition d'un arc pharyngé. Et ensuite, on va voir donc, les dérives, ce que va nous donner chaque arc pharyngé. Donc, premièrement, on voit que, comme on l'a dit précédemment, chaque barre pharyngée, c'est un segment mésodermique qui provient du feuillet mésodermique, qui va contenir, on le voit sur le schéma ici, des muscles, des nerfs, des artères et du cartilage. Donc ça, c'est la composition de chacun des arcs pharyngés. On le voit aussi, et on en a parlé précédemment, la délimitation de ces arcs pharyngés. À l'extérieur, donc par l'ectoderme, on a les sillons, et à l'intérieur, par l'endoderme, nous allons avoir les poches. Donc, on l'a dit précédemment, ces arcs pharyngés contiennent du cartilage, des muscles, des nerfs crâniens et des artères. Principalement, chacun de ces artères provient de l'arc aortique. Chose très importante à savoir et qui est déjà tombée au concours, c'est que le cartilage dérive des crêtes neurales, sauf au niveau du quatrième et du sixième arc pharyngé qui dérive cette fois-ci de la lame latérale, donc qui dérive du mésoblaste. Ici, vous avez encore une fois un schéma qui montre l'innervation et la vascularisation des arcs pharyngés. Donc, on voit la participation de différents nerfs. On a notamment le nerf trijumeau, c'est la cinquième paire de nerfs, le nerf facial, glossopharyngien et le nerf vague. On verra donc à quoi correspond chacun de ces nerfs et à quel arc ils font référence. Et au niveau de la vascularisation, on voit que chacun des artères provient de l'arc aortique et ils sont au nombre de 5, donc chacun pour du premier jusqu'au sixième arc pharyngé. Est-ce que les schémas, il faut les apprendre comme en anatomie? Alors, les schémas n'ont pas. Je pense pas que les schémas tomberont, mais en tout cas, moi l'année dernière, lorsque j'apprenais mes cours de morpho, j'apprenais vraiment ces schémas parce que ça va te permettre de faciliter ton apprentissage. Ici, grâce à ce schéma, tu vois les différents types de nerfs qu'il y a, alors que c'est beaucoup plus facile d'apprendre ce genre de schéma plutôt que d'apprendre cette liste où on voit du coup les différents types de nerfs qui correspondent à chacun des arcs pharyngés. Mais en soi, les schémas en morpho ne risquent pas de tomber, mais moi je vous conseille quand même de tout apprendre. Oui, Euh, c'est bon aussi. donc pour revenir à ces différents nerfs crâniens, le premier arc pharyngé va être composé du nerf trijumeau, donc c'est la cinquième paire de nerfs. Le deuxième par le nerf facial, qui est la septième paire de nerfs. Le troisième par le nerf glossopharyngien, donc c'est le nerf qui contrôle la langue, et c'est le neuvième paire de nerfs. Et la quatrième et sixième arc pharyngé par le nerf vague, qui est la dixième paire de nerfs crâniens. Et quant à la vascularisation, les arcs pharyngés sont vascularisés donc de la première deuxième, troisième, quatrième et sixième arc aortique. Et maintenant, donc, on va voir les différentes compositions des arcs pharyngés et leur devenir. Donc, ça, c'est une partie du cours qui est très importante et toutes les années, le prof va vous demander, par exemple, si le maxillaire provient du premier arc pharyngé, ce qu'il donne, etc. Donc, on va voir tout de suite le premier arc pharyngé, qu'on appelle aussi l'arc maxillo-mandibulaire. Il faut aussi apprendre le nom de chacun de ces arcs. Donc, ce premier arc va donner premièrement deux bourgeons. Le bourgeon maxillaire qui par la suite va donner l'os maxillaire et le bourgeon mandibulaire qui va donner la mandibule.
Chaque bourgeon a son centre des éléments cartilagineux. On avait vu précisément que les éléments cartilagineux provenaient des cellules des crêtes neurales. Donc, euh, dans la partie centrale de ces différentes bourgeons, on va avoir du cartilage. Au niveau du maxillaire, ça va être la barre palato-ptérygo-quadrate. Et au niveau de la mandibule, ce sera le cartilage de Meckel. Donc, comme j'ai dit, le premier arc pharyngé va donner naissance au maxillaire, l'os zygomatique, le processus zygomatique de l'os temporal, donc une partie de l'os temporal, et enfin de la mandibule, qui va se former par ossification de membrane. Donc, l'ossification de membrane, en fait, c'est une ossification qui ne va pas passer par le stade de cartilagineux. C'est-à-dire que vous allez avoir le tissu conjonctif qui va directement devenir de l'os. Tandis que dans l'ossification endochondrale, on va avoir une étape de tissu cartilagineux. Donc une étape par laquelle le tissu conjonctif va devenir d'abord cartilagineux et ensuite osseux. Au niveau de la mandibule, donc sur le schéma, vous voyez bien le premier arc pharyngé et ce qu'il donne. Donc on voit bien qu'il donne la mandibule et qu'il donne le maxillaire. Pour la mandibule, elle va se former du coup par ossification de membrane à partir du médoblaste qui entoure le cartilage de Meckel. Pardon. Le cartilage de Meckel, lui, va disparaître, sauf à ses extrémités, qui vont donner le ligament sphénomandibulaire, donc entre le sphénoïde et la mandibule, le malleus et l'incus, qui sont des osselets de l'oreille moyen. Et on verra qu'il y a un troisième osselet, donc il y a le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc l'étrier stapes, qui lui va provenir en revanche du deuxième arc pharyngé, on va le voir juste après. Donc ces éléments-là sont des éléments qui sont déjà tombés au concours. Pour les dérivés musculaires, on avait dit tout à l'heure que le premier arc pharyngé était important puisqu'il donnait les muscles masticateurs. Donc parmi ces muscles masticateurs, on a les muscles temporaux, masséters, ptérygoïdiens et mylohyoïdiens. Très important, le ventre antérieur du muscle digastrique provient de ce premier arc pharyngé. Le muscle digastrique, c'est un muscle qui est composé de deux portions. On a la première portion, donc la portion postérieure qui va être plutôt oblique, qui elle provient du deuxième arc pharyngé, et le ventre antérieur qui va être plutôt à l'horizontale, qui va provenir du premier arc pharyngé. On a ensuite donc le tensor palatini et tympani et le muscle malleus, donc ces muscles qui dérivent du premier arc pharyngé. Très important, il faut retenir l'innervation et la vascularisation pour chacun de ces arcs pharyngés. Donc le premier arc pharyngé, il va être innervé par la branche mandibulaire du trijumeau, donc la troisième branche du trijumeau, et va être vascularisé par la première arc aortique. Maintenant, on va passer à la deuxième arc pharyngé, qui est l'arc hyoïdien. Cette fois-ci, il va être composé d'un cartilage qu'on appelle le cartilage de Reicher, et ce cartilage qui provient encore une fois des cellules des crêtes neurales. Donc à chaque fois que vous avez un cartilage, c'est un cartilage qui provient des cellules des crêtes neurales. Contrairement à l'ossification de la mandibule, l'ossification ici va être une ossification qu'on qualifie d'endochondrale, donc qui va passer par le stade cartilagineux, par le cartilage de Richter. On va obtenir grâce à cela le stapes qui est le troisième osselet de l'oreille moyen. Je vous rappelle, on a le marteau, l'enclume, l'étrier, malleus, incus, stapes, c'est les trois os de l'oreille moyen. Les deux premiers, donc le marteau et l'enclume, qui proviennent du premier arc pharyngé, et l'étrier, stapes, qui provient du deuxième arc pharyngé. Cette ossification endochondrale va aussi permettre de former les processus styloïdes et de l'os temporal, les petites cornes de l'os hyoïde et la partie supérieure du corps de l'os hyoïde. Donc pour l'instant, vu que c'est le début de cette spé, peut-être que vous ne savez pas ce que veut dire le processus styloïde de l'os temporal. Pour ça, je vous invite vraiment à utiliser des atlas de l'anatomie ou des applications d'anat pour essayer de visualiser ces petites parties. Et lorsque vous aurez visualisé ces petites parties grâce à ces applications, ça vous permettra de mieux intégrer les informations. Pour les dérivés musculaires, donc c'est ce deuxième arc pharyngé qu'on voit ici va nous permettre de nous donner les muscles de la face, notamment les muscles buccinateurs
qui, je vous le rappelle, sont les muscles des joues, les muscles auriculaires qui se situent juste derrière l'oreille, les muscles frontaux, les muscles orbiculaires des lèvres et des paupières, et, je vous en avais parlé tout à l'heure, le ventre postérieur du muscle digastrique. Le ventre antérieur, lui, provenait du premier arc pharyngé. On a aussi donc la formation du muscle stylo-hyoïdien et le muscle stapes au niveau de l'oreille. Pour l'innervation et la vascularisation de ce deuxième arc pharyngé, on va avoir une innervation par le nerf facial, donc la septième paire de nerfs crâniens, et une vascularisation par la deuxième arc aortique. Et très important, pour la deuxième et troisième arc aortique, il faut apprendre leur nom. La deuxième arc aortique, pardon, concerne la carotide externe, tandis que la troisième arc aortique va concerner la carotide interne. On le verra juste après. Maintenant, on va passer à la troisième arc pharyngé. Donc, cet arc pharyngé, on l'appelle l'arc thyroïdien et il va permettre de donner par ossification endochondrale le corps et les grandes cornes de l'os de l'hyoïde, pardon. On le voit ici sur le schéma. Donc, ici, vous avez le premier arc pharyngé. Ici aussi, vous avez le maxillaire. Là, vous avez le deuxième arc pharyngé. Et ici, le troisième arc pharyngé qu'on appelle l'arc thyroïdien. Donc, pour les dérivés musculaires, il va permettre de donner un seul muscle, le muscle stylo-pharyngien. Et pour l'innervation, il est innervé par le nerf glossopharyngien, donc c'est le nerf qui va innerver la langue, et il va être vascularisé par le troisième arc aortique qui est la carotide interne. Je vous le rappelle, le deuxième arc aortique, c'était la carotide externe, et le troisième, c'est la carotide interne. Il faut vraiment bien apprendre ces deux appellations pour la troisième arc aortique et pour la deuxième. Maintenant, on va passer à au quatrième arc pharyngé. Donc, le quatrième arc pharyngé, il se situe ici. Il n'a pas de nom et c'est l'arc le moins bien différencié. Il va donner au niveau des dérives squelettiques le cartilage du larynx. Plus précisément, il va donner le cartilage arténoïde et l'épiglotte à partir du quatrième mot. Très important à apprendre que l'épiglotte est formée à partir du quatrième mot. Quant aux dérivés musculaires, ce quatrième arc pharyngien va permettre de donner le muscle cricothyroïdien, donc c'est le muscle qui relie le cartilage cricoïde à la thyroïde, et les muscles constructeurs du pharynx. Pour l'innervation, très important, c'est le nerf laryngé supérieur, qui est une branche du nerf vague qui va innerver le quatrième arc aortique. Et pour la vascularisation, c'est le quatrième arc aortique qui n'a pas de deuxième nom. Très important à savoir, le quatrième arc aortique, c'est innervé par le nerf laryngé supérieur, tandis que le sixième va être innervé par le nerf laryngé inférieur, qui sont tous les deux des branches du nerf vague. Pour le sixième arc pharyngé, il est issu d'une condensation mésodermique qui apparaît à la 5e semaine, donc dans la région du sixième arc, qu'on va appeler le bougeonnement aryténoïde. Ce bougeonnement aryténoïde, elle a pour origine les parties latérales du mésoderme qui vont ensuite devenir du cartilage à la 7e semaine. Puis, à partir de ce cartilage principal, on va avoir l'apparition du cartilage thyroïde, cricoïde, cunéiforme et corniculé. Donc, c'est les cartilages qui composent le larynx. Chez l'homme, pardon, il n'y a pas de cinquième et de sixième arc pharyngé distincts. Donc en fait, le cinquième arc pharyngé va apparaître, mais va très rapidement disparaître pour laisser place au sixième arc pharyngé. Les dérives squelettiques de ce sixième arc, ça va permettre du coup de former le cartilage du larynx, qui est composé du cartilage thyroïde, cricoïde, cunéiforme et corniculé. Euh, et donc, l'épiglotte et le cartilage aryténoïde, eux, vont être formés par le quatrième arc pharyngé. Pour les dérivés musculaires, on a cet arc va permettre la formation des muscles intrinsèques du larynx. Pour l'innervation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est innervée par le nerf laryngé inférieur, qui est une branche du nerf vague, contrairement au quatrième arc pharyngé, qui lui va être innervé par le nerf laryngé supérieur. Attention, c'est une source de confusion au concours. Le prof peut mélanger
entre les termes de nerf laryngé supérieur ou inférieur. Donc ça peut être source de piège au concours. Et pour la vascularisation, pour pas changer, c'est le sixième arc aortique. Donc, au niveau du devenir de ces arcs pharyngés, je vais vous faire un petit résumé. Les notions qui sont très importantes à comprendre, déjà, c'est que parmi tout cela, on va avoir dans la majorité des cas une ossification endochondrale, mais une ossification membraneuse au niveau de la mandibule, parce qu'au niveau du cartilage de Meckel, autour, il va y avoir du mésoblaste. Ce mésoblaste va devenir, grâce à l'ossification membraneuse, va permettre de donner la mandibule. Il faut bien savoir donc, les différentes nerfs qui vont innerver les arcs pharyngés ainsi que les différents artères. Pour les artères, il faut connaître en principal les artères carotides externes qui va donc permettre de vasculariser le deuxième arc aortique, le deuxième arc aortique, pardon, et la troisième arc aortique qui lui va être vascularisé par l'artère carotide interne. Donc ça, c'est assez important à connaître. Il faut savoir, du coup, que la principale fonction du premier arc pharyngé, ça va être la formation de l'os maxillaire, des os maxillaires et de la mandibule. Pour le deuxième, ça va être la formation des muscles donc, de la face. Pour le troisième, ça va être la formation de l'os hyoïde. Le quatrième et sixième arc, ça va être plutôt la formation du larynx avec les cartilages du larynx qui le composent. Maintenant, on va voir donc, les poches pharyngées endodermiques. Donc, je vous le rappelle, ces poches pharyngées vont permettre de délimiter euh, les arcs pharyngés à l'intérieur. Donc, ils sont composés, comme on l'a dit tout à l'heure, de 5 paires de poches pharyngées qui sont en forme de ballon. Donc, sur le schéma juste ici, on voit bien les poches pharyngées. Et encore une fois, je vous conseille vraiment de bien retenir ces schémas parce que parfois ils vont vous permettre de répondre à des questions. Notamment, on voit ici que la première poche, elle se situe entre le premier et le deuxième arc aortique. Et c'est une notion qui peut très bien tomber au concours et qui est d'ailleurs déjà tombée au concours. Donc, pour la première poche pharyngée qu'on voit juste ici, elle est située entre le premier et le deuxième arc et elle va former donc le conduit auditif externe. Elle va en réalité d'abord s'allonger pour donner naissance au processus tubo-tympanique. Ici, on va voir le processus tubo-tympanique qui ensuite va donner le conduit auditif externe. Donc, elle donne naissance à la cavité tympanique, qui va être la future oreille moyenne, et le canal pharyngo-tympanique, qu'on appelle aussi la trompe auditive ou la trompe d'Eustache. Donc, il va y avoir à ce niveau-là une fusion des feuillets ecto- et endodermiques pour former le tympan. Donc, à ce moment-là, on le voit ici, le feuillet ectodermique et le feuillet endodermique vont venir se fusionner pour permettre de donner donc, le conduit auditif ainsi que le tympan. Pour la deuxième poche pharyngée, cette deuxième poche est assez importante puisqu'elle permet de donner les tonsilles palatines, qu'on appelle aussi amygdales. C'est aussi un foyer pour les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, en fait, c'est la maison des cellules immunitaires du corps. Donc, on peut visualiser ça comme ça. Et cette deuxième poche pharyngée va permettre justement de contenir ces différents ganglions lymphatiques, ainsi que elle compose donc la loge amygdalienne avec les tonsilles palatines qui sont les amygdales. La troisième poche pharyngée qu'on voit ici, c'est la zone où les ébauches des glandes thyroïdes et parathyroïdes vont apparaître. Donc, c'est au niveau aussi de cette poche où il y aura la formation du thymus. Le thymus, donc, c'est un organe qui va grossir jusqu'à la puberté, puis il va s'atrophier et diminuer en volume jusqu'à l'âge adulte. Le thymus, il va être vraiment important, notamment pour les cellules immunitaires. Donc là, on ne vous en parle pas, ce sera au programme peut-être de vos cours sur les tissus sanguins. Le thymus, il est assez important puisque les lymphocytes T immatures vont venir dans le thymus pour migrer et obtenir leur fonction d'immunité. Et enfin, la troisième poche, elle va donner naissance à la glande parathyroïde inférieure qui va migrer vers le thymus en direction caudale et médiane de l'embryon.
Voilà, petit rappel, donc les glandes thyroïdes qui vont donner les différentes hormones thyroïdes, notamment T3 et T4, et les glandes parathyroïdes qui vont donner la PTH, donc c'est l'hormone parathyroïdienne. La quatrième poche pharyngien qu'on voit ici, donc déjà il faut noter que la quatrième et cinquième poche sont en réalité une même poche, mais composée de deux diverticules, pardon. Donc on a la première diverticule qui est ici, qui compose la quatrième poche, et la deuxième qui est juste ici, qui compose la cinquième. Donc la quatrième, elle est atrophiée chez l'homme et elle va donner la glande parathyroïde supérieure. Ça, très important, ça peut être source d'inversion au concours. La glande parathyroïde inférieure va être donnée par la troisième poche pharyngée, tandis que la glande parathyroïde supérieure va être donnée par la quatrième poche pharyngée. La cinquième poche, donc comme je l'ai dit, c'est une diverticule de la quatrième poche et elle donne les corps ultimo-branchial qui vont participer à la formation de la glande thyroïde. Donc ce corps ultimo-branchial va permettre de former les cellules C, qu'on appelle aussi les cellules parafolliculaires de la thyroïde. Donc voilà pour les poches. Et maintenant, on va parler des sillons pharyngés. Donc pour rappel, les sillons pharyngés, donc c'est ectodermique et ça va permettre de limiter les arcs pharyngés à l'extérieur. Pour l'instant, est-ce que vous avez des questions sur ce dont on a parlé? Ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok, ça marche. Super. Moi, j'en ai une. Oui, je t'écoute. Euh, pour tout ce qui est liste et tout, j'ai l'impression qu'il y a que des listes. Est-ce qu'il faut tous les apprendre? Euh, alors, c'est ça qui fait la complexité de ce cours, c'est qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de jours, dates, etc. Mais oui, il faut tout apprendre parce que tout risque de tomber. C'est pour ça qu'il faut aussi s'aider des schémas pour apprendre. Mais la chose qui est la plus importante à faire pour apprendre ce genre de cours, c'est de se faire des fiches qui récapitulent. Donc, pour chaque arc, ce qu'on obtient. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait au S2 l'année dernière pour ces cours, notamment pour l'arc pharyngé. Donc, pour chacun des arcs, j'avais fait une fiche où je disais donc, de quoi ça provenait, qu'est-ce que ça allait permettre de former, etc. J'avais fait aussi une fiche pour les sillons et les poches. Euh, donc c'est très important parce qu'il y a beaucoup trop de détails et il faut essayer de se faciliter la tâche et faire justement des fiches, ça va vraiment permettre de mieux apprendre le cours. Ok, merci. De rien. Voilà, du coup, maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer aux sillons pharyngés, donc qui sont ectodermiques, qui vont limiter donc les arcs pharyngés à l'extérieur. Ils sont présents très importants à la cinquième semaine de vie de l'embryon, puis ils vont disparaître. Donc, le premier sillon, lui, va persister partiellement parce qu'il va être à l'origine de l'épithélium du conduit auditif externe, donc la partie de la membrane tympanique. Ce qu'on avait dit, en fait, la première poche et la première sillon, le premier sillon, allaient venir se rencontrer pour former justement les conduits auditifs externes. Pardon. Donc, on a très important ici le deuxième, troisième et quatrième sillon qui vont être recouverts par le deuxième arc. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre au S2 parce qu'au début, je ne me servais pas assez des schémas. Mais en fait, avec le schéma, on le voit directement. Donc, on vous dit que vous avez le deuxième sillon. Est-ce que vous voyez bien mon curseur déjà? Oui. Oui, oui. Ok, super. Donc, vous avez le deuxième sillon, le troisième sillon et le quatrième sillon, et on voit qu'ils sont recouverts par le deuxième arc. Donc ça, c'est quelque chose qui, au départ me posait problème, parce que j'arrivais pas à visualiser ça, parce que je ne me servais pas des schémas. C'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible de s'en servir. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Et ici, ça permet justement de vraiment très rapidement comprendre ce principe. Le deuxième, troisième, quatrième sillon sont recouverts par le deuxième arc pharyngé. Voilà. Et donc, ils vont constituer le sinus cervical qui disparaît lors de la flexion cervicale. Donc, le sinus cervical, il est ici, et lors de la flexion cervicale, il va disparaître. Voilà. Très important,
utiliser aussi les schémas récapitulatifs de ce genre. Donc là, on a un schéma qui récapitule ce que vous devez retenir pour les poches et les sillons. Donc on voit par exemple que le premier sillon va donner le conjonctif externe, alors que la première poche va aussi permettre de donner la trompe auditive. Donc ce schéma-là, il est très important. Essayez de vous en servir au maximum. Maintenant, on va passer aux annexes des arcs pharyngés. On va parler notamment de la langue. Donc, pour la langue, on distingue deux parties. On a premièrement le corps de la langue qui représente les 2 tiers antérieurs. Et ensuite, on a la base de la langue qui correspond au 1 tiers postérieur. Donc, encore une fois, utilisez au maximum ce genre de schéma. Donc, ici, on voit tout d'abord qu'on observe deux renflements. On a premièrement des renflements latéraux, ici, qui vont être ovalaires. Donc, le premier renflement ovalaire et le deuxième renflement ovalaire. Et on a un troisième renflement, enfin un deuxième renflement qui va être médian et triangulaire, ce qui va donner, qui est le tuberculum impair. Et ici, à côté, on voit les différents arcs pharyngés. Donc, une fois qu'on a ces renflements, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir premièrement une extension des renflements latéraux qui vont venir se mettre sur le renflement médial qu'on appelle aussi le tuberculum impar. Donc les renflements latéraux vont augmenter de volume et vont venir recouvrir le tuberculum impar. Donc au départ, on avait bien nos deux renflements qui vont venir se mettre sur le renflement médian pour donner cette structure-là. Et enfin, on va avoir donc une fusion entre les différents renflements qui vont permettre de former les 2 tiers antérieurs ou le corps de la langue. La fusion, elle va être marquée en surface par des sillons, donc le sulcus médian, et en profondeur par des septums, le septum médian fibreux. L'innervation sensitive du corps de la langue va être assurée par la branche mandibulaire du trijumeau. Très important, c'est déjà tombé au concours. L'innervation sensitive du corps va être assurée par la branche mandibulaire, tandis que l'innervation sensitive de la base de la langue va, elle, être assurée par le nerf glossopharyngien, donc le nerf 9. Donc voilà pour ça, très important, il faut le retenir. L'innervation sensitive pour le corps de la langue, donc les 2 tiers antérieurs, elle est assurée par le nerf trijumeau, c'est-à-dire la 5e paire de nerfs crâniennes. Tandis que au niveau des 1 tiers postérieurs, l'innervation sensitive donc de la base des 1 tiers postérieurs de la langue va être assurée par le nerf glossopharyngien, qui est la 9e paire de nerfs crâniennes. Donc voilà, pour la formation du 1 tiers postérieur, on a deux renflements médians. Donc ces renflements médians vont être d'abord la copula, qui est issue de la deuxième, troisième et quatrième arc pharyngé. Donc deuxième arc pharyngé, troisième arc pharyngé, quatrième arc pharyngé vont permettre de former la copula. Et on a donc juste derrière l'éminence épiglottique, pardon, qui est ici issue pardon, du mésoderme du quatrième arc en arrière de la copula. On a la copula ici qui est issue du coup de la deuxième, troisième, quatrième arc pharyngé. Et juste derrière, on a j'arrive pas à prononcer les mots. L'éminence épiglottique qui, elle, donc, provient du mésoderme du quatrième arc. Voilà, et donc ces deux renflements vont former les 1 tiers postérieurs ou la base de la langue qui vont être en arrière du foramen caecum. Le foramen caecum va être obtenu ici, donc en avant de la copula et de l'éminence épiglottique. Voilà, je le répète une dernière fois, très important. L'innervation sensitive du corps de la langue, c'est par le nerf trijumeau. L'innervation sensitive de la base de la langue, ça va être par le nerf glossopharyngé. Donc voilà. Donc petit résumé en globalité de ce qu'on a vu. On a vu que pour les 2 tiers antérieurs de la langue, qui forment donc le corps de la langue, on va avoir d'abord deux éminences. Donc, dont on va avoir d'abord les éminences latéraux qui vont être ovalaires. Et on a l'éminence médian qui s'appelle le tuberculum impar. On va avoir donc au niveau de ces éminences latéraux
un gain de volume. Ils vont ensuite le recouvrir le tuberculum impar, puis ils vont fusionner pour former les deux tiers antérieurs de la langue, qui est donc le corps de la langue. Et lors de cette formation, on va avoir le foramen caecum. Le foramen caecum qui est juste ici. Et derrière ce foramen caecum, donc le foramen caecum, une fois qu'il est formé, va se former à ce niveau-là. Derrière, on va avoir l'éminence, donc la copula, qui provient du deuxième, troisième, quatrième arc pharyngé, et l'éminence épiglottique, qui provient du mésoderme du quatrième arc pharyngé. Et ensuite, eux aussi vont se développer pour former les un tiers postérieurs, qu'on appelle aussi la base de la langue. Donc ici, c'est un schéma bilan, enfin c'est un schéma à la fin, une fois que la formation est terminée, et on voit bien ça. Maintenant, on va parler de la ligne de fusion qu'il y a entre les deux tiers antérieurs et un tiers postérieur, qui va être marqué par un sillon qui est le sulcus terminalis, qui est en forme de V. C'est ici, sulcus terminalis. Donc, c'est la fusion du corps de la langue avec la base de la langue qui va permettre de former cette structure en V. On voit aussi les tonsilles palatines qui sont issues des deuxièmes poches pharyngées et l'épiglotte issue du deuxième arc. Donc, les tonsilles palatines qui sont issues de la deuxième poche, les tonsilles palatines, c'est les amygdales. Donc, à l'intérieur de ces amygdales, on va aussi avoir les ganglions lymphatiques, qui sont, je le rappelle, la maison des cellules immunitaires adaptatives. Et donc, on a l'épiglotte qui est issue du quatrième arc pharyngé. Voilà. Et enfin, on arrive à la dernière partie du cours. Donc, avant d'entamer cette dernière partie sur les glandes, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Non, ça va. Ok, ça marche. Vous êtes sûr? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc, parce que je sais qu'au départ, ces cours-là peuvent paraître vraiment très compliqués. Donc, vaut mieux que vous me posiez vos questions maintenant pour que j'y réponde et que ça vous permette d'avancer beaucoup plus vite lorsque vous le verrez seul, le cours. C'est bon? On est OK? Ouais. Ça marche. Donc, on attaque la dernière page du cours. Donc, ça va être assez rapide. C'est la dernière partie du cours qui va parler des glandes salivaires. Donc, au sein de l'organisme et donc de la cavité buccale, il va exister deux types de glandes salivaires. On va avoir les glandes qu'on appelle principales. C'est les glandes parotides. Donc, la glande parotide qui se situe ici. Donc, au niveau de mon visage, ça va être à ce niveau. La glande submaxillaire qui va être ici, juste en dessous du coup de la mandibule, et la langue, enfin la glande sublinguale qui va être en dessous de la langue. On le voit ici sur le schéma. Donc parotide à ce niveau-là. La glande parotide au niveau des trois, c'est la plus grande. C'est elle qui va permettre le plus de sécrétion de salive au cours de la journée. Ensuite, on a le submaxillaire et le sublingual. Et enfin, associé à ces glandes principales, on va avoir des glandes accessoires qui sont intrinsèques aux muqueuses, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur de la muqueuse buccale. Ces glandes vont synthétiser pardon, de la salive, qui est un liquide donc, qui résulte de la sécrétion de l'ensemble de ces glandes. Donc, on va voir comment sont formées ces glandes. Donc, il faut savoir que la portion sécrétrice, qu'on appelle les acinus, c'est donc ces lobules que vous voyez ici, c'est elles qui vont être à l'origine de la sécrétion de salive. Donc, au niveau de ces acinis, donc au niveau de ces acinis, on voit qu'ils sont entourés par des cellules myo-épithéliales. Ces cellules myo-épithéliales vont permettre de former des lobules. Il faut les entourer, en fait. Et donc, ça va permettre d'améliorer cette sécrétion de salive. Lorsqu'on a les acinis, donc un acini, donc un acini, des acinus, ils vont se rejoindre grâce aux canaux intercalaires. Ces anneaux intercalaires vont se rejoindre grâce à des canaux striés, qu'on a en bleu. Et ces canaux striés vont se rejoindre grâce à des canaux interlobulaires. Donc à partir de là, c'est juste une mise en commun des canaux. Et ensuite, on va voir les canaux lobaires, puis le canal principal qui va permettre de sécréter l'ensemble du liquide, de la salive pardon, qui proviennent de la glande. Par exemple, au niveau de la parotide, on va avoir des milliers et des milliers d'acinis qui vont ensuite donner des canaux, etc. Et in fine, cette glande,
elle va permettre de sécréter de la salive dans la muqueuse buccale grâce à un canal principal. Voilà. Il faut savoir que pour les glandes salivaires principales, sont des organes qui sont bien individualisés en lobules. On voit bien les lobules ici qui permettent de regrouper plusieurs acinus ensemble. Et voilà, donc c'est la fin de ce cours. Je vous écoute encore une fois si vous avez des questions. C'est un cours qui est relativement simple. On va se faire rapidement un résumé ensemble du cours, donc de ce qu'on a vu. Au niveau de ce cours, on a vu donc la formation et devenir de l'appareil pharyngé. Donc l'appareil pharyngé, qu'est-ce que c'était? C'est une structure transitoire. On a vu qu'il y avait 5 paires d'arcs qui étaient en extérieur limités par les sillons et limités en intérieur, donc pour l'endoderme, par des poches. Ces arcs permettaient la formation anatomique de divers tissus au niveau de la tête et du cou. On a vu ensuite qu'il y avait une évolution interespèce. On avait vu qu'il y avait des poissons qui avaient des branchies, qui avaient des fonctions notamment d'oxygénation. On a vu donc les 2 types qui sont à apprendre, notamment donc, les agnates et les gnatostomes. Donc ça, c'est des notions qui sont déjà tombées plusieurs fois au concours. Les agnates, ils ont les branchies qui sont à l'intérieur des arcs bronchiaux, tandis que les gnatosomes ont, eux, les branchies qui sont à l'extérieur des arcs bronchiaux. Voilà pour ça. Et ensuite, on a vu donc le devenir et les tissus qui dérivaient de ces arcs pharyngés. Et enfin, donc la vascularisation, l'innervation de ces arcs pharyngés. Et bien sûr, les glandes salivaires. Donc, je vous écoute si vous avez des questions vis-à-vis de ça. C'est bon, tout est OK? Oui, c'est bon. Ok, bon, bah, ça marche. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage lors de la relecture de ce cours qui n'est pas simple au premier abord. Voilà. Salut, salut. Merci, ciao. Salut, merci. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir.